La nuit du 25 novembre, 1120 a vu un désastre décrit comme le Titanic médiéval, une tragédie qui changerait spectaculairement le cours de l'histoire européenne. Le navire blanc a quitté le port français de Barfleur, transportant environ 300 passagers. À bord se trouvaient plusieurs notables normands, dont William Madeline, dit s'étant unique fils légitime du roi Henri et héritier du trône anglais. Au lever du jour suivant, le navire avait coulé sous l'eau glaciale, noyant presque tout le monde à bord et ne laissant qu'un seul survivant, un humble boucher de Rouen, pour témoigner du désastre. Henri était le 4e fils du roi normand Guillaume le Conquérant et de sa femme Mathilde de Flandre. Henri n'était pas destiné à être roi d'Angleterre, mais suite à la mort de son frère aîné Guillaume Ier, il a vaincu son autre frère Robert Courteheuse, duc de Normandie, pour le trône. 20 ans après son règne, Henri était connu comme un dirigeant capable, intelligent et bien lu. Il avait stabilisé le pays et en 1103, il a doté son royaume d'un fils et héritier. Il a nommé le garçon Guillaume d'après son formidable grand-père. Et bien que le jeune Guillaume ait été décrit par l'historien anglais Henry de Huntingdon comme un prince tellement choyé qu'il serait de la nourriture pour le feu, il s'est montré plus que capable en agissant comme régent de l'Angleterre pendant que son père était absent en Normandie. En 1120, Guillaume a été fait duc de Normandie et a dû rendre hommage au roi de France, Louis VI. Après avoir accompli cette tâche, Guillaume a écrit à son père qu'il attendait au port normand de Barfleur, sur la côte nord de la France. Le roi et le prince ont commencé leur retour en Angleterre. Conditions principalement clémentes. C'était un voyage de 10 à 12 heures de la Normandie à l'Angleterre par beau temps. Henri a attendu des conditions idéales pour faire le voyage. Il faisait un froid glacial, mais au moins sec. Le navire Moira avait mené la flotte lors de l'invasion normande de Guillaume le Conquérant en 1066. À la barre du navire se trouvait le capitaine Stephen Fitzgerald. Maintenant son fils Thomas Fitzstephen s'approchait d'Henry et offrait au roi une marque d'or. C'était, dit-il, le paiement pour 50 ans de faveur royale accordée à sa famille. Puis il a parlé à Henri de la Blanche-Nef, un navire parfait pour le service royal, un nom qui se traduit en anglais par navire blanc. Le navire était nommé Blanche, blanc, à cause de la couleur pâle de son bois. Le blanc symbolisait un statut élevé pour les Vikings et le navire frappant se démarquait des autres de la flotte. Fitzstephen voulait que Henri l'honore et utilise le navire pour retourner en Angleterre comme elle l'avait fait. Il a dit que le navire venait avec 50 rameurs qualifiés en vitesse et pourrait rapidement ramener Henry à son royaume, sans aucun vent. Henri était content de l'offre, mais a indiqué que ses arrangements pour la traversée de la Manche étaient déjà en place. Henri était content que d'autres membres de la famille et de la cour voyagent sur le navire blanc, pensant qu'il l'apprécierait. Henri devait naviguer l'après-midi, le navire blanc le suivrait, avec ses coffres de trésors et 200 individus importants de Normandie et d'Angleterre. Les passagers incluaient le rameur, le fils et héritier de Henry, William Madeline, ses enfants illégitimes Richard de Lincoln et Mathilda de Perth, son neveu Stephen de Blois, sa nièce Lucia Moorhead de Chester et son mari Richard de Vranches, comte de Chester, le comte le plus influent d'Angleterre. Il y avait également de nombreux cousins à bord. Selon l'histrium William de Malmesbury, citation Othile Fitzel, le gardien et tuteur du fils du roi, tous les chevaliers et chapelains les plus choisis de la cour, et les nobles fils qui étaient candidats à la chevalerie, ainsi que de grands guerriers tels que Ralph le Rouge et Robert d'Exmay, et de jeunes soldats comme Édouard de Salisbury, un archidiacre, un évêque, un parent de l'empereur romain, 17 autres femmes qui avaient le rang de comtesse ou de princesse, et un boucher du nom de Bérold qui était à la poursuite ardente de ses débiteurs. Avec une eau calme et un vent du sud, la traversée semblait être un voyage sans incident pour le navire blanc. Mathilde d'Anjou, épouse de William Madeline, a été décidée à aller en Angleterre avec son beau-père, le roi Henri. N'ayant que 9 ou 10 ans, elle était probablement un peu trop jeune pour une nuit de fête sauvage avec son mari et ses compagnons. Jeunesse insouciante. Le navire d'Henri s'éloigna du port de Barfleur, et pour William et son entourage, il était temps de faire la fête. Le moine bénédictin et chroniqueur anglais Oderic Vitelay a déclaré que les marins à bord du navire blanc étaient un peu éblouis par leurs passagers honorés, et ravis, ils se sont prosternés devant le fils du roi, lui demandant du vin à boire. William, flatté, a demandé d'embarquer de grandes quantités d'alcool. Alors que les mégapintes de vin coulaient à flot, les passagers devenaient de plus en plus éméchés, et une étincelle brillante a décidé que ce serait une excellente plaisanterie de donner à Henry une avance sur l'eau avant que le navire blanc ne le poursuive et ne le dépasse pour atteindre en premier le port de Southampton. L'équipage a adoré l'idée et s'est joint joyeusement à la fête.
À ce stade, la fête avait vidé 3 énormes tonneaux de vin, Audric déclarant peut-être inutilement que, je cite, « trop boire les avait tous rendus ivres ». Les marins étaient tellement saouls qu'ils ne respectaient personne, s'asseyaient sur les sièges des passagers et commençaient à se vanter. Le chaos était inquiétant. Durant le Moyen-Âge, les voyages maritimes étaient dangereux, quasiment personne ne pouvait nager et la noyade était vue comme l'une des morts les plus horribles, une mort de panique et de douleur. Une façon d'atténuer la menace était de se confier à la protection de Dieu. Il était souhaitable sur ce navire royal d'avoir des moines ou prêtres pour le bénir avec de l'eau sainte avant son départ en mer. Au moment où les hommes saints sont arrivés, les passagers étaient tellement ivres qu'ils trouvaient très amusant de les chasser avant que la cérémonie ne commence. Ce rejet de la protection religieuse a été plus tard considéré comme une invitation au malheur qui a suivi. Peut-être que c'était à cause de l'état d'ébriété de l'équipage qu'un quelques passagers ont quitté le navire juste avant qu'ils ne prennent la mer. Audric a noté qu'il s'était rendu compte qu'il y avait à bord une foule trop importante de jeunes hommes sauvages et têtus. Parmi les départs figuraient William de Tancarville, le fils du chambellan d'Henry, le fils du seigneur Bolingbroke, William de Roumer et Richard de Salisbury. Dauphin de Blois, le neveu d'Henry, a aussi débarqué, qu'il ait été malade d'ivresse ou simplement malade, on ne le saura jamais. Il a pris 2 chevaliers en soutien. C'est un point important de l'histoire, mais nous reviendrons à Stephen plus tard. Flirter avec le désastre. Le navire a probablement appareillé juste avant minuit lorsque la marée s'est calmée. Une foule nombreuse a assisté au départ du navire blanc en mer. Robert Waste, le poète normand, a écrit que, je cite, « il faisait sombre. La lumière n'était pas bonne. » Les marins avaient tous bu et n'avaient pas déterminé le bon cap. Mais avec 50 rameurs travaillant ensemble, selon Malmesbury, le navire blanc était plus rapide que la flèche ailée, balayant la surface ondulante de l'abîme. Il y avait un énorme rocher, un danger local bien connu appelé le Killbooth, à environ 1 mille nautiques du port, mais il faisait trop sombre et ils allaient beaucoup trop vite. Le barreur, bien qu'il connaisse bien la région, était également chargé et désorienté. Le navire blanc a percuté le rocher, son côté bâbord transpercé par le choc. La fête s'est transformée en panique en un instant. 2 des planches du navire ont été brisées et l'eau impitoyable s'est précipitée rapidement à travers le trou béant. Malgré la panique générale, les marins ont tenté en vain de libérer le navire du rocher avec des crochets de bateau, ne faisant qu'empirer la situation. La déchirure s'est agrandie. Plus d'eau a envahi le navire, submergeant plusieurs membres de l'équipage dans l'abysse glacial. Wast a expliqué que le navire en détresse s'est complètement fendu et a chaviré, la mer s'infiltrant à plusieurs endroits. Empalé sur son perchoir instable et avec le vent gonflant sa grande voile, le navire blanc a vacillé brièvement, puis a brusquement basculé sur le côté. Je me demande s'ils ont joué du luth en descendant. Alors qu'elle commençait à basculer, les passagers et ceux qui restaient de l'équipage sont tombés en hurlant dans l'eau sombre et froide. À 1 kilomètre de là, à Barfleur, des gens rapporteront avoir perçu un bruit faible depuis le canal d'eau noire, sans savoir la catastrophe qui se produisait. Audric a écrit, je cite, « Les passagers et l'équipage ont poussé des cris de détresse, mais leurs bouches ont été rapidement fermées par les vagues enflées, et tous ont péri ensemble. » Les gardes du corps du prince William ont rapidement dirigé celui-ci vers la seule barque et l'ont propulsé en sécurité, mais il a ensuite vu sa sœur Margaret s'approcher du navire de Lombard, criant pour qu'il revienne et la sauve. William a ordonné à ses gardes de revenir, alors que Margaret criait qu'il ne devait pas l'abandonner si barbarement. Alors qu'il le faisait, les survivants restants se débattaient désespérément et en se précipitant, ils ont submergé la petite barque qui a ensuite coulé. William Adeline, héritier du trône anglais, est mort cette nuit-là, avec tous les autres. Alors que le navire chavirait, Beryl le boucher a réussi à nager jusqu'à un morceau de mât brisé. Il s'est hissé dessus et a été rejoint là par Geoffrey de l'Aigle, l'un des vaillants chevaliers d'Henry. Et ensemble là, au-dessus de l'eau glaciale, ils ont regardé l'horreur se dérouler. Le capitaine Fitzstephen les a rejoints et, apprenant le sort du prince, a prononcé ces derniers mots. « Je ne lâcherai jamais, Jack. » Oh, désolé, mauvais script. Ces derniers mots. Il est vain pour moi de continuer à vivre, avant de laisser son corps glisser sous les vagues et se noyer. Les 2 seuls survivants ne pouvaient qu'attendre le secours là, dans l'obscurité froide et humide. Malheureusement, après quelques heures, le chevalier du roi a succombé. Berold, nous dit Weiss, s'est fermement accroché au mât jusqu'à ce qu'il atteigne le rivage et a été sorti par 3 pêcheurs. Plus tard, Berold a raconté toute la triste histoire à Audric et à ceux qui souhaitaient apprendre, et a ensuite vécu environ 20 ans en bonne santé.
Anarchie. Le roi Henri était dévasté. Il a perdu son fils et héritier, 2 autres enfants, un neveu, une nièce et de nombreux conseillers proches. Il s'est couché sans vouloir manger. On dit qu'il n'a jamais plus souri. Outre sa perte personnelle, l'incident du navire blanc a été un désastre politique pour le roi. N'ayant plus d'héritier mâle et sans autres enfants pendant les 15 années suivantes de son règne jusqu'à sa mort, en 1135, Henri a désigné sa fille, l'impératrice Mathilda, comme successeur. Mais c'était Stephen de Blois, le neveu du roi, vous vous souvenez? Stephen était l'un des chanceux qui avaient débarqué du navire blanc avant qu'il ne prenne la mer, qui s'empara du trône et se déclara roi. Cet acte a déclenché une longue et dévastatrice guerre civile connue sous le nom d'anarchie, jusqu'à ce que la paix soit finalement négociée en 1153, quand il a été convenu qu'à la mort de Stephen, la couronne serait transmise au fils de Mathilde, qui est devenu par la suite le roi Henri II,